Bonjour à toutes et tous. Nous sommes de retour avec un webinaire du LabUC by Seabird et ses partenaires. Aujourd'hui, donc, nous sommes accompagnés d'Isness, d'Mfex et d'Amundi. Donc, Isness, qui est une plateforme d'investissement de parts d'OPC et de tenue registre en blockchain. Mfex by Euroclear, qui est une plateforme de distribution pour les sociétés de gestion et les distributeurs. Et Amundi Technology, qui est une solution technologique pour l'ensemble de l'industrie de l'asset management et de la distribution. Alors, si on revient un peu sur le LabUC, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, nous aimons le définir comme un laboratoire d'idées indépendant qui s'appuie sur l'expertise de plusieurs experts, de ces différents participants, afin d'aborder des thématiques qui sont spécifiques aux unités de compte et de proposer des solutions concrètes aux défis qui se présentent. Donc aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est le mouvement de plateformisation qui a déjà profondément restructuré plusieurs secteurs d'activité et qui est aussi à l'œuvre dans le secteur de l'épargne. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de découvrir quelles offres peuvent émerger de ce mouvement, servis par quels acteurs et via quel type de partenariat ou de développement. Et donc, nous allons en débattre avec Mathilde Descourtis, qui est la directrice de l'offre transformation chez Seabird, Christophe Lepitre, qui est le CEO d'Isness, Raphaël Simon, Head of Sales and Marketing chez Mfex by Euroclear, et Charles Sayac, Head of Sales Wealth and Distribution chez Amundi Technology. Donc, en parallèle de ce webinaire, prenez la liberté évidemment de poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons, nous tâcherons d'y répondre en tout cas tout au long du webinaire. Il y aura un temps de questions-réponses à la fin qui sera dédié. Voilà, pour démarrer ce webinaire, je vous propose dans un premier temps de revenir sur la définition, le terme plateformisation. Moi, de manière très simple, je l'aurais décrit comme la manière d'industrialiser à grande échelle les services proposés aux utilisateurs. Mais toi, Charles, comment tu le définirais ? Bonjour à tous, bonjour Nicolas. Donc oui, je pense que ta définition est pertinente, mais je pense que c'est la définition d'une plateforme réussie pour arriver à industrialiser à grande échelle les services qu'on propose à nos clients. Et donc ici, on parle plutôt de nos clients de plateforme dans le cadre de l'écosystème financier. Il faut, je pense, un élément primordial qui est la mutualisation et comment mettre à disposition de nos clients une plateforme la plus commune possible pour adresser leurs besoins les plus communs possibles. Et en disant ça, on voit qu'il y a un peu une contradiction dans le sens où est-ce que quelque chose de commun peut adresser l'ensemble des besoins d'un écosystème qui est très complexe. Donc, en effet, c'est un peu contradictoire, mais je pense qu'il y a des réponses sur lesquelles les plateformes peuvent y répondre, et notamment tout ce qui tourne autour de l'ouverture. Et donc, je pense à la fois, et j'ai parlé, prêché pour la partie que je gère chez Amundi, donc sur la partie technologique, donc à la fois ouverture technologique pour mettre à disposition nos différents acteurs une plateforme qui permette de s'adapter à leur propre écosystème technique, mais également architecture ouverte d'un point de vue métier, parce qu'on le sait, l'ensemble des personnes de l'écosystème financier a des besoins similaires mais différents. Donc il faut qu'on arrive à gérer cette personnalisation à grande échelle. Et pour la gérer, il est nécessaire d'avoir une architecture ouverte d'un point de vue métier également pour pouvoir adresser l'ensemble de ces besoins. Donc, et en combinant la mutualisation, cette personnalisation via l'architecture ouverte et toute la partie externalisation de nos métiers de la plateforme, on peut arriver à ta définition, Nicolas, d'une plateforme permettant d'adresser à grande échelle les besoins de nos clients. Raphaël, j'imagine que tu dois partager au moins une partie des points évoqués par Charles, notamment sur le fonctionnement en architecture ouverte. Quels seraient pour toi les autres points de définition que tu souhaiterais ajouter ? Bonjour Nicolas, bonjour à tous. En effet, je partage ce point-là d'architecture ouverte. Je peux aussi mentionner que en fait, l'architecture ouverte, ça fonctionne comme un marketplace. On connecte différents acteurs de l'industrie, petits, moyens, grands, peu importe où ils se trouvent en Europe ou en Asie. Dans notre cas, chez Mfex by Euroclear, ce sont des distributeurs de fonds, des instituts de gestion, mais aussi des dépositaires, des grandes banques dépositaires, des agents de transfert. Tu as mentionné aussi auparavant l'industrialisation. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Cela permet de faire baisser les coûts d'exploitation. Les investissements sont opérés par une plateforme au bénéfice du plus grand nombre. C'est pour moi la définition d'une plateformisation. Je peux aussi rajouter que concernant la digitalisation et l'innovation,
Ce sont deux concepts très importants aujourd'hui pour l'ensemble des acteurs. Tout le monde, en interne, voire en externe, regarde ça de très très près. Et donc, les plateformes ont un rôle très important à jouer en donnant la possibilité que la technologie aussi soit au service du plus grand nombre, l'automatisation, la digitalisation. Donc, ce sont des thèmes très importants. Enfin, pour moi, les plateformes sont des relais de croissance. Elles permettent à des acteurs, par exemple, dans notre cas, des stagiations, de pouvoir lever des fonds, puisqu'elles ont accès à un certain nombre de contreparties pour lesquelles elles n'auraient pas accès si elles étaient sans plateforme. Donc, pour moi, il y a du cash flow, des revenus, donc l'utilité pour le business, pour l'ensemble des acteurs. Important, les points que tu mentionnais sur l'industrialisation par la digitalisation, et d'ailleurs on y reviendra un peu plus tard. Maintenant, si on élargit la définition de plateforme et qu'on inclut la partie place de marché, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire, Christophe, sur ce sujet? Merci Nicolas, bonjour à tous. Effectivement, il faut faire la distinction entre, et Raphaël vient de la faire d'une certaine manière, entre une plateforme qui consiste à mettre à disposition d'un ensemble assez large de clients des ressources communes et une place de marché. Une place de marché, c'est un concept un peu plus différent. C'est un lieu d'échange en réalité entre acteurs. En ce qui concerne Isness, l'ambition, c'est de construire un circuit court entre des producteurs de fonds, que sont les sociétés de gestion, et les consommateurs de fonds, que sont les différents acteurs institutionnels ou retail d'ailleurs. Sur cette place de marché, évidemment, on constate des flux de données de nature extrêmement différente, des flux d'ordre, mais aussi des flux de messages, des flux de données structurés ou non, des flux de documents. En réalité, l'idée, c'est de construire et de mettre à disposition un canal direct, sécurisé, donc peer-to-peer entre les acteurs qui transactent. Donc, quand on dit transacter, il faut l'entendre au sens émission primaire, puisqu'on n'est pas sur un MTF, on n'est pas au secondaire, ce ne sont pas des valeurs mobilières, pas de confusion là-dessus. Alors, ce qui est intéressant dans cet objet, dans Isness, c'est qu'on a pu construire ça parce que, au fond, on s'est emparé de la technologie des registres distribués et le régulateur français, puis les régulateurs européens ont suivi le mouvement, nous ont permis, en adoptant cette technologie, de nous positionner d'une manière très particulière sur la chaîne de valeur et d'offrir aujourd'hui une solution qui est complètement désintermédiée. Voilà. Merci Christophe. Mathilde, toi qui as une vision globale, plus globale en tout cas de l'écosystème, comment s'agencent ces plateformes par rapport aux autres acteurs? Pour reprendre des termes, du coup, digitalisation, automatisation, place de marché, comme l'évoquait Christophe, et avec les distinctions qui viennent d'être faites, on peut, en synthèse, et au-delà de cette traduction technologique finalement de ce mouvement, on peut qualifier la plateformisation d'un mouvement de marché qu'on observe finalement depuis quelques années et qui se renforce. Parce que comme le disait Raphaël, c'est perçu aujourd'hui comme un véritable relais de croissance pour les acteurs. C'est-à-dire que les acteurs de marché tentent de sortir finalement de l'océan rouge, de cet écosystème ultra concurrentiel. Les barrières à l'entrée s'abaissent et on a de nouveaux entrants. Et l'enjeu finalement n'est plus uniquement de faire du dumping par les coûts et d'opérer des stratégies de volume en favorisant les créneaux de sous-traitance par exemple, mais bien de basculer vers un modèle de service différenciant à valeur ajoutée. Et Christophe l'évoquait, certains créneaux finalement d'activité ont pu être investis par ces entreprises qui ont pris finalement ce créneau de la plateformisation. Et donc on a l'hégémonie de certains acteurs qui a tendance à s'éroder au profit de nouveaux entrants qui sont plus disruptifs, qui finalement font la même chose mais différemment, ce qui ouvre des pans de marché et pousse vers des stratégies partenariales, souvent au service de la pénétration du marché par les plus petits et de la bascule vers un modèle opérationnel qui soit plus efficient pour les institutionnels qui sont aujourd'hui des principaux clients finalement de ces nouveaux services.
Très bien. Je pense que maintenant, on a une définition assez claire du terme plateformisation. Maintenant, je vous invite à vous diriger vers la partie genèse. Qu'est-ce qui a fait que vos 3 types de services ont émergé, à la fois pour Business, MFX et Amundi Technologies? Quels sont les enjeux qui ont poussé finalement chacune de vos sociétés à se positionner comme elles sont positionnées aujourd'hui sur le marché? Voilà, si on commence par toi, Christophe, par exemple, est-ce que tu peux nous faire un petit storytelling business? Un storytelling, non, là j'en ai vraiment pour 2 heures, mais en tout cas, ce qu'on a constaté, mais pas nous, hein, tous nos clients, nos fondateurs, nos prospects, sont des choses qui sont aujourd'hui des évidences, mais disons qu'on s'y est fait un peu comme on finit par se faire à l'état des routes quand elles sont pas très bien entretenues. Ce qu'on a pu constater, c'est au cours de ces, disons, 20 ou 30 dernières années, un sous-investissement chronique dans les infrastructures de distribution en Europe. On parle de l'Europe des 27, là. Et puis, tous ceux qui cherchent à exporter leurs fonds en Europe savent bien que c'est compliqué, qu'on est face à des réglementations différentes, à des fiscalités qui sont différentes, à des freins à la distribution à l'international. D'ailleurs, les chiffres le montrent très bien. C'est difficile, c'est pas facile d'exporter. Et puis même si on regarde les modèles techniques de distribution entre les modèles avec CSD, comme vous le savez, en France ou bien en Allemagne, et puis les modèles avec agent de transfert ailleurs, en Europe du Nord, en particulier, mais ça, Raphaël va très bien en parler, et ben, en fait, on est face à quelque chose d'hétérogène, pas très pratique, parfois compliqué, et puis assez coûteux. Donc, c'est pas optimal, et on peut se demander pourquoi, parce que finalement, une part de fonds, c'est un produit ultra standard. Il y a 2 directives qui encadrent ces produits, c'est UCITS et AIFMD. C'est standard dans l'Union. C'est un produit électronique non périssable, donc on ne voit pas trop pourquoi c'est si compliqué que ça. En tout cas, ça mérite d'être regardé de plus près pour voir si on ne peut pas se simplifier un petit peu la vie et rendre aussi les choses moins chères. Donc finalement, si je récapitule, en quelques mots, Business, c'est une place de marché en circuit court qui permet aux asset managers d'avoir une meilleure compréhension de leur propre marché. Donc on comprend mieux comment ça a émergé. Côté MFX, vous étiez déjà largement présent sur le marché. Pourquoi et comment avez-vous évolué pour devenir la plateforme de service que vous êtes aujourd'hui, Raphaël? Merci Nicolas. En effet, alors si je reviens à la genèse de MFX, alors le nom était juste MFX et pas by Euroclear, et je vais y revenir juste après. C'est avant tout l'histoire d'entrepreneurs dans les années 2000 qui avaient une vision des plateformes de distribution de fonds sur les 20 prochaines années. Et donc, en 2021, vous voyez sur la slide, il y a eu un mariage avec le groupe Euroclear, qui est une infrastructure de marché qui est présente dans le monde et dont Christophe mentionne tout à l'heure par rapport à un CSD qui est CSD sur plusieurs classes d'actifs, pas seulement sur les fonds, et donc dans de nombreux pays européens. Donc, c'est un acteur indispensable aujourd'hui. Et donc, le mariage entre MFX et Euroclear a permis de faire émerger un super acteur de plateforme. Et donc, dans les années 2000, nous étions très présents dans les pays nordiques pour pouvoir servir nos clients. Donc, c'est grâce à nos clients qu'on a pu grandir. On n'était pas détenu par un groupe bancaire ou un assureur ou un asset manager. Donc, on a grandi de 20 millions d'euros en 99 jusqu'à 350 milliards dans les années 2020 et jusqu'à maintenant 3 000 milliards d'euros gérés sous administration. Donc, c'est quand même une très belle histoire. Donc, on a commencé par le trading, la connexion en direct avec les agents de transfert que Christophe aussi a mentionné tout à l'heure. C'est le modèle qui a été mis en place dans les années 2000-2010. Puis après, 2 grands groupes bancaires nous ont fait confiance puisque la Société Générale, si je peux le mentionner, groupe Natixis, etc., nous ont fait confiance pour la collecte de rétrocession, qui est quand même quelque chose d'assez important pour l'ensemble des acteurs de l'industrie, pour les CGP, pour les family office, pour les assureurs vie.
Et donc, on a mis en place les contrats de distribution avec les maisons de gestion et avec les distributeurs. Donc, voilà, j'ai mentionné les banques, les assureurs, des plateformes, des multigérants. Et cela a permis d'avoir un certain nombre de data et plus de complications aussi en interne et en externe, puisqu'il fallait faire le KYC. Et donc, nous avons créé l'entité qui s'appelle Global Fund Watch, qui est une plateforme de KYC digital et qui permet à nos clients et nos partenaires de pouvoir se relayer comme un LinkedIn. Hein, tout le monde, je pense, sait comment fonctionne LinkedIn. Vous connectez et vous avez à remplir votre profil et vous le faites une fois. Et donc, ça vous permet d'accéder et de faire votre travail de due diligence. On l'a vu, c'est vraiment un pain point. Et donc, une plateforme, je pense, doit enlever ces pain points pour l'ensemble des acteurs. Enfin, je pourrais mentionner la data, puisqu'en effet, nous sommes assis sur des millions de data, des milliers de transactions tous les jours, des listes de fonds, des fonds qui sont créés, des fonds qui sont terminés. Et donc, la data est un élément très important aujourd'hui pour l'ensemble des acteurs. Et donc, pour moi et pour MFEX by Euroclear, nous avons lancé des services dans les précédentes années concernant tout ce qui est collecte sur les données réglementaires. Je parle de MiFID II en 2018, PRIPS pour les assureurs et aujourd'hui tout ce qui est concernant la réglementation SFDR. Et donc, les acteurs pour lesquels on sert à la fois les sociétés de gestion et des distributeurs, petits ou grands, ont besoin d'avoir une plateforme qui permet de répondre aux enjeux actuels tout en réduisant les coûts en interne et ne pas créer une machine à gaz chez eux. Donc voilà l'histoire, et l'histoire continue et on y reviendra plus tard dans cette présentation. Merci Raphaël. Donc si je résume, des services de RTO, de KYC, de la BI maintenant et une distribution plus étoffée. Donc très clair. Charles, en ce qui concerne Amundi Technology, le projet finalement il ne part pas d'une feuille blanche, évidemment. Vous avez pu vous appuyer sur l'infrastructure d'un des plus gros asset managers du monde. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, je vais commencer par la fin, par le moment où on est maintenant. Donc c'est quoi Amundi Technology? C'est, l'ensemble des plateformes technologiques qu'a créé Amundi, pour ses besoins propres à la base et le besoin de ses partenaires et qui sont maintenant, packagés pour pouvoir être mis à disposition, de l'ensemble de nos prospects et clients, et donc qui permettent de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur, de la distribution d'épargne au sens large. On connaît les produits Amundi historiquement plutôt sur la partie, on va dire, gestion d'actifs pour des asset managers, donc notre gamme Alto Investment, mais on a aussi toute une gamme de solutions pour la distribution d'épargne, et donc là plutôt pour des wealth managers, des banques privées, des banques de détail, qu'on a fait également évoluer, on l'évoquera un peu après, par aussi l'acquisition de fintech, dont une qui nous a permis d'accélérer sur la partie transformation digitale des parcours clients. Donc ça, c'est ce qu'on est aujourd'hui. Et donc ça a été créé, en effet, on n'est pas parti d'une feuille blanche parce que c'est la capitalisation de plus de 20 ans de construction technologique en interne par Amundi. Je l'évoquais, pour ses besoins propres à la base. Et donc on a créé des assets, donc pas des assets financiers, mais des assets technologiques. Et ces assets-là, maintenant, font partie de notre ADN et donc nous permettent de les proposer à nos clients. Et donc, si on devait résumer, nous, on a un peu le mécanisme inverse d'un éditeur de logiciels. On est parti du métier, donc notre cœur d'activité, c'est le métier de la gestion financière, de la gestion de fonds, de l'épargne au sens large. Et on a couplé ça avec notre expertise technologique qu'on a créée, acquise et développée au fil de ces différentes années pour pouvoir aujourd'hui voilà, pouvoir proposer ces plateformes à nos clients. Et donc, on est parti un peu des définitions que tu évoquais, Nicolas, en introduction, sur qu'est-ce que c'est une plateforme. Donc, nous, on a pris le parti d'avoir une plateforme mutualisable avec l'ensemble de nos clients, donc avec nous et avec l'ensemble de nos clients. Donc, parti pris assez fort, tant technologique, parce qu'on fournit tout en ce qu'on appelle le software as a service. Donc, nos clients accèdent à la plateforme hébergée sur des infrastructures
fournis par Amundi, et également ce qu'on évoquait en introduction, en architecture ouverte, parce que c'est une plateforme, mais elle est personnalisable client par client pour pouvoir adresser les spécificités nécessaires à chaque cas d'utilisation. Donc aujourd'hui, on a ces plateformes-là et qui correspondent bien, et ça rejoint aussi ce que disait Mathilde tout à l'heure, c'est qu'il y a une tendance de marché de cette plateformisation. Donc on l'a créée et on a lancé cette activité-là à Amundi Technologies, qui est maintenant une ligne métier à part entière et qui est une ligne stratégique de développement du groupe Amundi, parce qu'on avait des enjeux de nos clients de pouvoir trouver des solutions qui permettaient de répondre à leurs besoins, et dans des modèles le plus mutualisables possible, pour aussi capter une partie de notre expertise métier, réglementaire, qu'on peut diffuser sur l'ensemble de nos clients. Donc, c'est une construction sur base de ce qu'on avait en interne, sur base de notre expertise métier technologique, et qui répond en effet à la demande des clients aujourd'hui de pouvoir avoir des services à l'état de l'art, mais sans nécessairement refaire systématiquement la même chose pour chaque projet individuel. Ok, donc si je comprends bien, une solution end-to-end construite par des professionnels du métier à l'origine. Maintenant qu'on a une vision un peu plus complète de l'offre et qui existe en termes de plateformisation sur le marché, Mathilde, toi, quel est ton avis justement sur ce qui a été partagé? Je trouve que ce qui est intéressant avec cette table ronde, c'est que finalement, on a, à travers les 3 acteurs présents, 3 histoires qui correspondent à des typologies et des maturités de marché différentes, avec des choix stratégiques et des étapes finalement qui sont pas les mêmes, mais qui ont toutes conduit in fine à la même proposition de valeur, au même choix fondamental pour pénétrer le marché et pour s'assurer, soit pour les uns des relais de croissance, soit carrément bâtir la croissance from scratch à travers cette proposition de valeur-là dès le départ. C'est vraiment ce mouvement qui permet de favoriser la plateformisation et de proposer son service à travers ce mode-là. Et finalement, s'il fallait résumer, et je crois que et Christophe et Raphaël et Charles ont utilisé le terme, l'enjeu, c'est de créer un circuit court, ou en tout cas le plus raccourci possible, et de prendre en charge via la technologie une grande partie, voire l'ensemble des actions qui étaient nativement intermédiées, ce qui finalement permet aux clients de ces services-là de dégager du temps sur des pans d'activité, en tout cas théoriquement, à plus forte valeur ajoutée, tout en faisant jouer la force de l'écosystème au service d'une meilleure captation de la donnée pour le client et donc d'une couverture exhaustive de son besoin. Parce que comme l'a rappelé Raphaël tout à l'heure, ce sont souvent des plateformes qui sont assises sur des milliers, voire des millions, voire davantage de points de données, ce qui est souvent un peu le nerf de la guerre quelque part pour l'ensemble de ces activités, et ce qui est souvent ce qui pêche chez les institutionnels et au sein aussi des legacy systems, et finalement apporter ce savoir-faire data, déjà c'est cette capacité à capter la data et à la travailler, à la modéliser, etc., et vraiment penser comme la clé de voûte finalement de ces propositions de valeur. Et donc on a finalement une proposition de valeur qui est double. Le premier axe, c'est la prise en charge des activités qui sont chronophages en les sécurisant et en donnant une piste d'audit. Et la deuxième, c'est d'ouvrir finalement une porte vers l'écosystème, le propre écosystème du client, en renforçant la proximité entre acteurs, ce qui permet à chacun de se sécuriser, puisque, in fine, tout le monde passe par le même service via la mutualisation dont parlait Charles. Et donc, finalement, on a une certaine, comme je disais tout à l'heure, une hégémonie qui en remplace une autre, mais on passe d'un monde siloté, où chacun était dans son couloir, à un monde qui est davantage orienté open source. Merci Mathilde pour avoir partagé ton point de vue. On est repassé sur la définition de plateformisation. On a aussi vu la genèse de vos 3 services qui a amené vos services à se construire. Maintenant, si on regarde un axe un peu plus prospectif, comment chacun d'entre vous compte affronter les enjeux qui vont être les vôtres et sur quel levier de croissance vous allez vous appuyer à l'avenir? Raphaël, par exemple, si tu as des éléments à nous partager là-dessus, on serait particulièrement intéressés. Avec grand plaisir. Si on peut passer à la slide suivante. Oui, je fais ça tout de suite. Très bien.
Merci à vous. Ok, oui, alors de notre côté, on fait face à un environnement de plus en plus concurrentiel. Vous avez sûrement observé une consolidation des plateformes de distribution de fonds. Dans les dernières années, les banques qui avaient leur propre plateforme ont outsourcé vers nous ou vers nos compétiteurs. Et donc, on se retrouve avec un certain nombre d'acteurs qui sont de plus en plus puissants en termes d'actifs et de poids. Et donc, il y a un certain nombre de services que la plupart des plateformes font. J'ai parlé tout à l'heure de tout ce qui est trading sur fonds. Sur l'ensemble des fonds luxembourgeois, irlandais, français, etc., mais aussi sur la collecte des rétrocessions ou les plateformes les contrats de distribution. Donc, on se retrouve avec un certain nombre d'acteurs sur le marché qui ont des propres défis. Nous, de notre côté, on vient, comme je l'ai dit auparavant, d'être intégré au groupe Euroclear. Donc, c'est des enjeux importants qui sont faits actuellement au quotidien. Et on observe aussi depuis de nombreuses années un rééquilibre du business model entre les sociétés de gestion et les distributeurs. Et donc, dans les premières années des plateformes, c'était plutôt les distributeurs, donc les banques et les assureurs qui devaient payer pour avoir accès aux services que mentionnés auparavant. Et donc là, on a développé des services pour les sociétés de gestion qui sont totalement dédiés, avec une équipe commerciale dédiée, et qui sont donc devenus des partenaires. Donc, on sert des Amundi d'ailleurs, des BlackRock, mais aussi des plus petites sociétés de gestion. Donc, on a une totale neutralité pour ce type d'acteurs. Et donc, on a les sociétés de gestion, évidemment, elles ont l'objectif de lever des actifs supplémentaires. Et donc, les plateformes doivent jouer ce rôle d'ouverture sur le business. Par exemple, une société de gestion a le souhait de s'implanter en Allemagne, en Italie, dans les pays nordiques. Nous, on peut les aider. Et donc, on a un certain nombre de services que je ne vais pas mentionner aujourd'hui, mais qui sont totalement inscrits dans notre politique de services société de gestion. Et je peux aussi donner l'exemple d'événements. Ça, c'est très, très bien perçu par les sociétés de gestion, puisqu'on joue le rôle d'intermédiaire pour leur présenter nos clients et donc d'avoir accès à un ensemble important de distributeurs sur la plateforme. Je pourrais mentionner aussi tout ce qui est l'intelligence de marché ou market intelligence pour les anglophones. C'est un service qui est dédié aux sociétés de gestion, mais aussi aux distributeurs. Ce service pourrait permettre la création de produits populaires, donc de nouveaux fonds, si la société de gestion souhaite référencer ou créer de fonds Emerging Market Japan ou US Equity Mid Cap, etc. C'est des choses où on peut les aider à avoir un business plan avec eux, car on leur permet d'avoir un certain nombre de données sur la plateforme, puisque j'ai parlé tout à l'heure des transactions. Donc, on a un environnement très concurrentiel aussi pour les maisons de gestion. Et donc, est-ce que leur produit est adéquat pour la typologie d'investisseurs institutionnels, oui ou non? Et donc, nous, on permet d'être un support à cette prise de décision et surtout à aider les équipes commerciales sur le terrain. C'est important parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin de totale transparence, d'être dans le day-to-day avec les clients pour voir s'il y a des inflows, des outflows. On voit bien avec les marchés financiers que les clients sont de plus en plus exigeants. Et enfin, je pourrais parler aussi de tout ce qui est l'ESG. En tant qu'infrastructure de marché, nous souhaitons être totalement pionniers dans tout ce qui est relié à la politique RSE et au service ESG. En fait, nous avons déjà intégré cet aspect dans l'ensemble des modules pour lesquels MFEX by Euroclear aujourd'hui sert nos clients. Nous bénéficions aussi de l'expérience et la structure d'un grand groupe qui est précurseur sur le domaine afin d'impliquer à tous les niveaux de la plateforme et d'être perçu comme un partenaire pour nos clients avec les mêmes valeurs. J'ai parlé tout à l'heure de tout ce qui est fonds ESG et voilà, aujourd'hui, on a un certain nombre d'assureurs qui, je pense, veulent référencer
la plupart de fonds, c'est des fonds avec les labels ESG ou des fonds pour lesquels leurs clients, retail ou privés, souhaitent souscrire. Donc, il y a quand même un investissement qui est différent d'il y a quelques années. Et en dernier point, si tu me laisses, Nicolas, donc tout ce qui est private equity, real estate, on le voit bien, l'ensemble des plateformes, hein, les clients cherchent de nouvelles inspirations ou de nouveaux produits pour diversifier leur allocation de portefeuille. Aujourd'hui, tout le monde souhaite en offrir, on parle de ça partout, mais peu d'acteurs en sont experts. Et donc, MFEX BioClear souhaite être la plateforme de référence dans ce domaine-là dans les prochaines années. Évidemment, ça prend du temps, mais grâce à notre réseau de distributeurs et de stagiations, nous avons la possibilité d'offrir à un plus grand nombre ce type de services et de faire des investissements conséquents ou de passer par des partenaires pour servir ce type de fonds. Merci Raphaël. On comprend bien l'éventail de ton offre maintenant, enfin de votre offre côté MFEX BioClear. Côté business, à mon sens, vous avez vraiment deux enjeux aujourd'hui. Le premier, c'est le passage à l'échelle. Et puis le second, c'est peut-être la réaction des acteurs historiques face à votre percée sur le marché. Comment tu vois les choses de ton côté, Christophe? Bien. Merci Nicolas. Alors, Business est jeune. Business a 4 ans. On a commencé nos opérations en mars 2019. Aujourd'hui, on a une quinzaine de sociétés de gestion qui sont actives sur la plateforme et à peu près 10 investisseurs institutionnels. Donc, ce que nous, on observe, c'est qu'il y a une accélération très prononcée, en particulier depuis l'arrivée d'Apicil et de Generali au capital. Il est clair que pour une place de marché, un enjeu important est celui de la taille critique. Et puis, pour arriver à la taille critique, il faut suivre un chemin qui est le chemin de l'adoption de la solution par ses clients. Ce que nous, on a fini par comprendre avec le temps, c'est qu'il y avait un besoin extrêmement fort, en particulier précisément du côté des assureurs vie en unité de compte, sur plusieurs axes. Le premier axe, excusez-moi, c'est moi. Le premier axe, c'est celui de l'accès, avec un point unique d'accès à un ensemble de fonds, que ce soit des fonds UCITS ou FIA domiciliés dans l'Europe des 27. Nous, aujourd'hui, on a commencé nos opérations en Irlande et au Luxembourg en décembre dernier. Donc, on offre aujourd'hui à ces institutionnels la possibilité d'aller investir sur ce type de fonds. Mais pas seulement, puisque depuis juin dernier, on propose aussi, juin 2021 donc, on propose aussi pour ces acteurs-là, et c'est très très bien reçu, ça éveille beaucoup d'intérêt, la souscription directe dans des parts de fonds immobiliers, SCI, SC, OPCI, OPPCI. Et puis ce mois-ci, on va référencer notre premier fonds de private equity. Donc l'idée, c'est au fond d'offrir à ces acteurs-là une solution qui leur permette, dans leur système, de digitaliser des process qui ne le sont pas, parce que les process d'investissement dans ces fonds-là sont encore très largement manuels ou semi-manuels, et puis aussi un point d'entrée, quel que soit le pays de domiciliation. C'est vraiment important. Il y a deux autres choses qui nous sont rapportées comme étant des bénéfices ressentis comme majeurs. D'abord, ce sont des modèles qui sont peu chers. Raphaël disait qu'il avait l'impression que l'arrivée, la constitution de grandes plateformes par agrégation successive au cours de ces dernières années était un bénéfice pour les acteurs. Moi, je ne suis pas sûr. Je pense qu'un marché qui est constitué d'un oligopole très resserré, c'est jamais une très bonne chose. C'est toujours rafraîchissant d'avoir des solutions alternatives.
Il n'y a pas qu'Isness d'ailleurs, hein, il y en a d'autres. Je ne vais pas les citer, je vous les citerai. Et donc, nos clients institutionnels, en fait, ils viennent chercher deux autres choses. La qualité des données, parce que tout le monde sait autour de la table, et puis ceux qui nous écoutent, j'en suis sûr, encore mieux que nous, que parfois la qualité des données dans les référentiels de fonds n'est pas à la hauteur de nos besoins. Et puis aussi, le casse-tête récurrent depuis tant d'années, c'est celui du calcul des rétrocessions, qui est ultra pénible, parce qu'il n'est pas toujours facile de se mettre d'accord sur l'assiette de ce calcul. La particularité d'Isness, c'est comme ceux qui investissent dans les fonds et ceux qui gèrent les fonds partagent la même base de données, il est clair que le rapprochement n'a plus lieu d'être. Donc, il y a un accord immédiat sur l'assiette de ces rétros. Et pourvu qu'on se dote du bon outil, le calcul des rétros est simple et ne donne pas lieu à d'interminables échanges pas très intéressants pour personne. Donc, il y a cette idée que la plateforme aujourd'hui se construit grâce à une communauté d'acteurs institutionnels et particulièrement les assureurs vie en unité de compte qui viennent y trouver les avantages que je viens de vous présenter et qui évidemment dans le sillage suscitent l'adhésion de leurs fournisseurs habituels, c'est-à-dire les sociétés de gestion, pour ceux qui travaillent en architecture ouverte, et il y en a beaucoup, des sociétés de gestion de premier plan que l'on connaît dans l'écosystème. Voilà. Merci Christophe. Charles, côté Amundi Technologies, finalement, c'est la création d'un mastodonte du secteur. À qui projetez-vous de faire face demain sur le marché ? On fait déjà face à beaucoup de monde aujourd'hui sur le marché. Des acteurs comme nous, mais on va dire le marché historique sur lequel on se positionne, les acteurs sont plutôt des éditeurs de logiciels. Donc on va dire c'est des personnes qui sont dédiées à la création d'outils technologiques pour différents écosystèmes. Mais on le voit depuis le début de ce webinaire, c'est qu'on a de plus en plus de nouveaux modèles et on a un peu tous les cas de figure. On a des gens comme nous, comme Amundi, qui sont dans le métier, qui commencent à se poser la question de développer de capitalisation sur la technologie pour la mettre à disposition d'autres. On a des serviceurs de l'écosystème financier qui, eux, se disent aussi pourquoi pas proposer de la technologie. On a l'inverse, on a des acteurs technologiques qui se mettent à monter sur la chaîne de valeur et à proposer des services métiers. Bon, si on en prend qu'un assez récent, Apple, voilà, ça commence à se dire pourquoi pas concurrencer les banques sur le crédit conso buy now pay later. Donc on voit que des acteurs historiques dont c'est pas le métier à la base commencent à monter sur la chaîne de valeur. Et c'est valable dans notre écosystème, et c'est valable dans tous les écosystèmes, hein, Amazon avec sa plateforme technologique et d'autres. Donc on voit que c'est une tendance de marché, et donc ça fait un écosystème qui est très compliqué, qui peut être des fois un peu difficilement lisible parce qu'on a tous des offres qui font beaucoup de choses et on est sur beaucoup de segments différents. Mais je pense aussi c'est sain, et je rejoins un peu Christophe sur ce point, c'est que je ne pense pas à la plateforme unique full service avec une hégémonie d'un acteur qui fera tout très bien. Si quelqu'un il fait tout, il fait certainement les choses individuellement un peu moins bien que les autres, et donc ça laisse des opportunités pour les autres pour se positionner là où ils font les choses un peu moins bien. Et donc nous, on a un peu ce parti pris côté Amundi Technologies on se focus sur la technologie, sur les sujets dont on a une expertise métier assez forte, qui sont la gestion d'actifs, institutionnelle ou non, et la distribution de l'épargne au sens large. Donc c'est vraiment notre cœur de métier. Et donc ça, c'est un peu déjà l'écosystème aujourd'hui, et je pense que ça va continuer dans ce sens. On va avoir des nouveaux modèles. On a peu parlé de tous les acteurs un peu fintech, mais ceux-là aussi, ils trouvent des opportunités dans les interstices de ce qui est pas géré, mal géré ou pourrait être mieux géré. Et donc, il y a différents modèles, donc des fintechs qui grossissent et qui restent indépendantes, puis des fintechs qui font des partenariats, ou des fintechs qui sont intégrés par des plus gros. Nous, on a intégré dans notre périmètre une fintech notamment pour accélérer sur cette partie digitale de la distribution de l'épargne, donc tout ce parcours client et parcours conseiller avec WeSave,
qui est un robot advisor français qui fait partie maintenant de notre offre globale de technologie. Ok, merci Charles. Pour clore ce webinaire, ma question à vous, tous les trois et tous les quatre même, comment vous voyez l'écosystème évoluer à l'avenir? On pense à la complémentarité des offres, à la création de nouveaux services, à la création d'une plateforme unique all inclusive, même si Charles, tu n'as pas l'air d'accord avec ça. Raphaël, en quelques mots, vraiment en quelques mots, quel serait ton avis sur la question? Écoute, pour clore ce webinaire, moi je dirais que tout ce qui est KYC, en effet, on voit une pression de plus en plus importante des régulateurs, des clients, des sociétés de gestion pour connaître leurs clients finaux. Et donc, c'est quelque chose pour lequel on sera à même d'avoir une consolidation aussi des plateformes de KYC dans les prochaines années. Aussi, concernant les coûts, on parle évidemment du prix. Le client va toujours payer moins, mais avoir un service à la hauteur de ce qui avait été contractualisé ou promis dans le cadre du business. Donc, par exemple, on parle des core services, ce qui est écrit sur la salle avec commodité. Aujourd'hui, d'acheter un fonds, ça doit être une commodité, ça doit être efficace, ça doit être rapide et ça doit être peu cher. Pareil pour la collecte de rétrocession. Et c'est là où il y a des enjeux dans les prochaines années avec des propositions de nouveaux services à forte valeur ajoutée que j'ai mentionné tout à l'heure. Et nous, côté MFX by OK, on a vu et on a signé des partenariats avec des fintechs, puisque des fintechs permettent d'avoir accès rapidement à de la technologie, comme des labs dans un grand groupe. Je peux parler de Greenomy, qui est une fintech belge SaaS, qui nous permet de proposer des services aux sociétés de gestion et aux distributeurs concernant la taxonomie et la création des EET. Aussi Quantessence, qui est une entité fintech dans le groupe, qui permet de protéger les actifs des investisseurs et donc de nos clients à travers des calculs d'algorithmes. Enfin, évidemment, la technologie, c'est l'enjeu majeur dans toute industrie au bout de 10 ans, 20 ans. Et on a aujourd'hui Business qui est un acteur innovant sur ce marché-là et d'autres qui essayent de faire des choses, des belles choses. Mais nous, on voit bien que, évidemment, la blockchain, le cloud, toutes ces technologies-là et la tokenisation, mais pas seulement sur les fonds, sur aussi les actions. Il y a des travaux qui sont faits, des ateliers avec les banques centrales pour essayer d'avoir moins de cash sur les marchés et donc d'essayer de rendre plus efficace, plus transparent et évidemment les transactions plus rapides, puisque c'est à la fin c'est ce que tout le monde souhaite dans le cadre des investissements et surtout des besoins de nos clients. C'est des projets qui sont vus par les grands groupes. Les grands groupes choisissent une ou plusieurs plateformes et donc on voit bien ça, ce mouvement de choix de plateformes qui y sont faits. Bon, c'était un peu plus que quelques mots, mais Christophe, qu'est-ce que tu as à rajouter par rapport à ce qu'a déjà dit Raphaël? Aujourd'hui, ce qu'on voit, nous, c'est quand il s'agit de projets comme Business ou comme d'autres qui s'intéressent à la blockchain pour en tirer le meilleur parti, on voit bien, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 4 ou 5 ans, que c'est plus du tout un problème, c'est-à-dire que ça n'éveille plus de défiance de la part de nos interlocuteurs à aucun moment. Les gens, ils font bien la différence aujourd'hui entre les registres distribués et les cryptos. C'est tout à fait clair et ils voient bien que la blockchain peut être utile dans un certain nombre de cas. Pas dans tous les cas, mais dans un certain nombre de cas. Encore faut-il savoir ce qu'on en fait, pour quel type de service. C'est ça qui nous intéresse tous aujourd'hui. Donc, on observe aussi effectivement de la part de nos clients des demandes complémentaires de services additionnels. D'ailleurs, on a décidé de compléter notre offre de service par un nouveau service qui nous est demandé par plusieurs de nos clients, qui est celui qui exerce nos grands concurrents, nos très grands frères, j'allais dire, dans l'espace des plateformes. C'est-à-dire que nous, on va se lancer dans le service de suivi des rétrocessions, calcul et paiement.
C'est quelque chose qui est une demande très forte, mais il n'y a pas que ça, parce que ça ce sont des demandes qui portent finalement sur le passif. On a aussi été saisi de demandes sur l'actif, par exemple de suivi des ratios d'emprise, de transparence partielle des fonds à l'actif par agrégat. Nos clients, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont des besoins, ils ont de l'imagination, et ils n'hésitent pas à exprimer leurs besoins. On ne peut pas toujours y répondre dans les délais qu'on souhaiterait, mais en tout cas, on est toujours extrêmement intéressé par le retour de nos clients et de nos prospects sur l'évolution des plateformes. Donc voilà ma contribution à la discussion sur ce point. Oui, je me souviens, en plus, tu le mentionnais pendant qu'on répétait, un réel enjeu finalement de concrétiser à la fois les besoins de vos clients et votre volonté de les aider d'inscrire ça un peu plus dans le marbre finalement. La concrétisation, elle se fait toujours, mais elle est toujours un peu plus lente que ce qu'on imagine. Et ce n'est pas très surprenant parce que que nos clients soient sociétés de gestion et institutionnels investisseurs, on les connaît bien. On sait qu'ils sont eux-mêmes face à des défis compliqués à relever, soit en termes d'évolution d'outils, soit pour ceux qui se rapprochent des dossiers compliqués à gérer, soit en termes de transformation de la gamme, vraie transformation de la gamme pour fabriquer des produits plus ISR, plus ESG, plus les sujets de conformité, ça fait beaucoup. Donc les sujets de transformation digitale, si on vient sur ce terrain-là, sont toujours extrêmement bien accueillis. C'est-à-dire, on entend toujours énormément de choses positives. Quand il s'agit de partir en onboarding et de faire les choses, c'est beaucoup plus difficile. Donc, pour faciliter l'adoption, on fait en sorte de ne pas apparaître dans le planning des IT de nos clients. C'est-à-dire, on se glisse discrètement dans leur plan de charge parce que sinon, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Merci Christophe. Charles, est-ce que tu as des choses à ajouter de ton côté? J'ai droit à un mot, Nicolas? Ouais, vraiment un mot. Ouais. Si je vais résumer l'enjeu principal, je pense qui rejoint un peu les précédents éléments. Pour moi, c'est plutôt l'innovation. C'est comment rester au goût du jour, comment prendre en compte toutes ces nouvelles évolutions. Mais bon, après, c'est pas innovation pour innovation, parce que c'est un gros mot. Et là, je rejoins Christophe, il faut que cette innovation se concrétise. Il faut qu'elle apporte un besoin, une réponse à un besoin d'un client. Et donc là, ça, c'est une de notre force, une de nos différenciants, c'est que on est acteur du marché à la base. Et donc, ce qu'on fait pour nos clients, on doit également le faire pour nous. Et donc, cette innovation, elle est drivée de façon interne par nos équipes, mais aussi elle prend l'input de l'écosystème dans lequel on est et du groupe dans lequel on est côté Amundi, qui nous permet d'avoir une vision de l'ensemble de la chaîne de valeur en France, mais également à l'international, ce qui nous permet d'apporter aussi, et on l'a pas évoqué au début, mais la plateforme, elle a un enjeu qui peut être local, mais elle peut aussi avoir un enjeu qui peut être international. Donc c'est pas nécessairement simple, mais c'est un des enjeux que nous on a chez Amundi Technologies pour répondre à l'ensemble de ces besoins. Donc en un mot, innovation. Merci. Mathilde, je te laisse conclure. Oui, oui, je crois qu'on est tous d'accord pour se dire qu'on est face à un mouvement de marché et un basculement qui est structurel. Donc, on voit bien que la logique partenariale, la logique d'incubation, la logique écosystème, favorisée par cette montée en charge technologique qui facilite nativement les interconnexions. Et en fait, c'est une réalité de marché désormais. Et il me semble compliqué de la remettre en question ou de passer à côté de ce mouvement-là tant pour les institutionnels que pour les acteurs du marché qui tentent de se positionner aujourd'hui sur ce marché des services financiers, je dirais, au sens large. Et ceci dit, et c'est un peu ce que pointait Christophe tout à l'heure, ce mouvement de bascule, il est plus ou moins aisé quand même, selon la rigidité des infrastructures en place. Et même si les acteurs, et
principalement les fintechs, et c'est tous de proposer une mise en service qui soit quasi plug and play. En tout cas, c'est la promesse qui en est faite. Il y a très souvent des freins encore, et si on creuse, en fait, ils sont souvent plus culturels que techniques. Et pour conclure, je pense qu'à chaque mouvement de marché, on passe par des phases qui s'enchaînent, une phase de foisonnement. Il y a plein de nouveaux acteurs, il y a plein de nouvelles propositions de services, et c'est ce qu'on voit en ce moment. Puis il y a donc tout un tas de nouveaux acteurs qui apparaissent. Puis ensuite, on a une phase de structuration où le marché se répartit, finalement se structure. Les acteurs se spécialisent par pan d'activité, par filière d'activité. Et enfin, on peut éventuellement passer par des mouvements de restructuration pour, là encore, venir structurer encore davantage ce marché qui aujourd'hui est dans une phase foisonnante. Et comme le disait Christophe tout à l'heure, ce sont des phases intéressantes parce qu'on sort des oligopoles et c'est à minima rafraîchissant et surtout souvent plus efficient. Merci Mathilde, merci à tous les quatre. Je vous propose dans les quelques minutes qui nous restent de passer un petit temps de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et justement, on en a une de Youssef qui nous demande, en termes de coûts, quels sont les ordres de grandeur d'économie réalisés en externalisant les différents services? Par exemple, ici de la RTO. Qui veut répondre à cela? Christophe, c'est pour toi, ça. Passer de l'interne à l'externe via vos services, des ordres de grandeur d'économie de coûts. C'est gentil, Mathilde. Alors, je vais essayer de répondre à la question au mieux. Le modèle qui est déployé par Isness aujourd'hui est un modèle plus économique que le modèle traditionnel, on va dire. Et l'ensemble de ces économies, la tarification a été imaginée de telle sorte que l'ensemble de ces économies soit porté au bénéfice des investisseurs. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Il y a aussi des économies pour les sociétés de gestion, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Donc, on a un modèle où, en fait, les coûts forfaitaires de transactions qui sont en général appliqués par les acteurs n'existent pas. C'est totalement gratuit du côté des investisseurs. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, c'est la caractéristique de notre modèle. Et ça, quel que soit, comme je l'ai dit précédemment, le type de fonds ou la domiciliation du fonds, en tout cas pour ce qui concerne les fonds que nous pouvons référencer aujourd'hui, c'est-à-dire en France, en Irlande et au Luxembourg. Maintenant, si on commence à regarder les choses d'un peu plus près, il y a des bénéfices aussi sur la donnée, puisque la donnée aujourd'hui, les données en général, structurées ou non, les données de référentiel, dans le modèle business, sont mises à disposition par les sociétés de gestion sur la plateforme et elles sont à la disposition des investisseurs institutionnels de manière gratuite. Donc on sort un peu de la logique, un peu bizarre, un peu absurde qu'on peut observer aujourd'hui où les sociétés de gestion payent des acteurs pour diffuser les données et les investisseurs institutionnels payent des acteurs pour acheter ces données. Donc ça aussi, c'est les mérites d'un circuit court, c'est que les sociétés de gestion mettent naturellement leurs données, les données de leurs fonds à disposition de leurs clients, et ça c'est gratuit. Merci Christophe. Une deuxième question qui rejoint un peu la première. Dans un contexte de compression des coûts au sein des sociétés de gestion, question par Stéphane, la proposition de nouveaux services à valeur ajoutée payants est-elle viable? Charles, Raphaël, peut-être. Je peux intervenir. Donc, en effet, je pense que la proposition de nouveaux services à valeur ajoutée, je pense qu'elle est nécessairement payante. Tout service, on va dire, a un coût. Après, la question, c'est comment on le répercute sur nos potentiels clients. Donc, en effet, il y a une compression des coûts côté société de gestion, et donc nos solutions permettent d'industrialiser une partie de la chaîne qui permettent de limiter cette partie coût côté société de gestion.
Après, si on veut fournir des nouveaux services, et c'est un peu notre motto, hein, c'est qu'on fournit la technologie, pas juste pour, réduire les coûts. L'idée, c'est d'apporter de la valeur, à nos clients, et aux clients de nos clients, et donc cette valeur qu'on apporte, après je dirais, c'est le choix de l'acteur qui choisit nos solutions, de voir comment il le répercute ou non chez ses clients. Mais après tout service a une valeur, et cette valeur, en effet, elle est prise quelque part, soit en coût côté société de gestion, soit, répercutée chez le client. Mais c'est la cible, hein, je pense, et d'étendre la chaîne de valeur de ce que proposent les différents acteurs, et ça rejoint pas mal des discussions qu'on a eues pendant ce webinar. C'est que tout le monde, fait un peu plus que ce qu'il faisait auparavant, pour étendre son offre de valeur, pour adresser des nouveaux marchés, pour trouver des nouveaux clients, et in fine pour, optimiser sa rémunération et ses coûts, et donc la techno permet de le faire, et après, bien c'est un choix de chacun de voir comment il l'applique dans son propre, business model. Merci Charles. Question de Julien. Dans ce nouveau monde à l'architecture ouverte mettant en relation un grand nombre d'acteurs hétérogènes, est-ce qu'il existe une norme ou une gouvernance qui cadrerait les API d'échange? Alors, je peux peut-être prendre la question. Bonjour Julien. En effet, vous mentionnez un grand nombre d'acteurs hétérogènes. Tout le monde n'a pas les mêmes types de connectivité. On parle de Swift, d'API ou de browser dans le cadre d'Mfx BioOker. Tout ce qui est API, à ma connaissance, il n'y a pas en effet de standardisation ou de gouvernance. C'est un peu propre à chacun des acteurs. Et l'API permet en effet d'avoir des échanges plus ou moins automatisés entre deux différents types d'acteurs. Donc, voilà, je ne sais pas si Christophe ou Charles ont à connaissance une gouvernance qui cadre des API, mais pas à ma connaissance. Dans un monde idéal, oui, Voilà. mais on n'est pas dans un monde idéal, et donc il y a plein d'initiatives locales sur pas mal de sujets, et il y a de la donnée un peu partout. Mais il y a pas mal de freins, hein, parce que qui dit ouverture, il y a eu la DSP2 pour la partie banking, qui a essayé de rationaliser un peu tout ça, mais donc tout le monde n'y est pas forcément. On n'est que sur une partie de l'APIsation. Il y a peut-être la DSP3 qui ira un peu plus loin sur tous les produits d'épargne. Et là, on parle d'un sous-ensemble des données sur le transactionnel. Il y a plein de formats différents. Donc, un jour peut-être, mais je pense que ce sera dans un grand nombre d'années. Merci à tous les deux. Adina qui nous pose la question, quels sont pour vous les plus gros freins à la création d'une place de marché et comment les contourner? Christophe, elle est peut-être pour toi celle-ci. Ah oui, Adina, une auditrice de Nice, on connaît bien. Moi, j'en vois de moins en moins. Il y a, je pense, c'est une question de confiance. Et quand on pense à la confiance, c'est peut-être aussi une question de gouvernance d'entreprise et de gouvernance de projet. Je crois que c'est chez Business une de nos forces, c'est d'avoir aujourd'hui 7 sociétés de gestion, pas seulement françaises du reste, autour de table et 2 investisseurs institutionnels. Et comme certains d'entre vous le savent, on ne veut pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'on considère que quand des prospects, quand des clients expriment le souhait de rentrer au capital pour participer à la construction de la place de marché, on accueille toujours cette demande avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'enthousiasme, aussi bien côté société de gestion que acteurs institutionnels. Donc on reste dans cette dynamique qui ressemble bien à une dynamique de projet industriel, d'infrastructure qui est imaginée par ses utilisateurs pour un ensemble beaucoup plus vaste de participants. Voilà. Merci Christophe. On arrive doucement
au bout de l'heure de webinaire. Je vois qu'il n'y a plus de questions dans le chat. Dernier mot, je vous encourage à remplir le questionnaire de satisfaction qui va circuler. Ça nous permet, nous, d'améliorer la qualité de nos webinaires, de ce qu'on vous propose de manière générale. Donc, n'hésitez pas à le remplir. Merci à vous, Mathilde, Christophe, Raphaël, Charles, et on se dit à très vite. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Bonne journée à tous. Bonne Bonne journée. journée.